On le sent bien, il y a comme une tension dans l'air, une distance qui s'installe. Aujourd'hui, on va mettre un nom sur ce phénomène. Grâce au travail du journaliste Vincent Coquebert, il appelle ça la guerre de sécession. Voilà, cette phrase, elle résume tout. Elle capture vraiment l'essence d'un malaise, ce sentiment de grève mutuelle qui n'arrête pas de grandir dans notre société. C'est quand même un sacré paradoxe, non? À une époque où on célèbre la fluidité du genre, tous les signaux semblent indiquer qu'un fossé de plus en plus grand se creuse entre les hommes et les femmes. Allez, on plonge dans le vif du sujet pour essayer de comprendre pourquoi. Pour commencer, on va se pencher sur le cœur du problème, l'inversion assez surprenante d'une tendance qui, pourtant, semblait bien partie pour durer. Pendant des décennies, on a assisté à un vrai rapprochement. Et puis, depuis le milieu des années 2000, c'est le mouvement inverse. Une polarisation qui se joue sur tous les tableaux, affectifs, culturels et même politiques. Et ça change absolument tout. Ça modifie la nature même de nos relations. Le partenaire potentiel devient un adversaire. C'est un changement de logiciel complet. Bon, maintenant, regardons les choses concrètement. Quels sont les symptômes bien réels de cette division qui s'installe? Ce chiffre, il illustre parfaitement la fracture. D'après un sondage IFOP, quasiment 40% des jeunes adultes en France comprennent les femmes qui détestent les hommes. C'est énorme, c'est un symptôme assez frappant de la méfiance ambiante. Et attention, ce n'est pas juste une question de ressenti. Ça a des conséquences bien tangibles sur la société. La séduction devient suspecte. Moins de couples se forment. Même l'amitié entre hommes et femmes recule. Et ça va jusqu'à la chute de la natalité. Tout est touché. Ce qui est fascinant, c'est qu'on observe un effet miroir assez dingue. Le retrait de la sphère intime semble faire écho au retrait de l'engagement politique. Dans les deux cas, c'est la même méfiance qui est à l'œuvre. D'accord, mais alors, qu'est-ce qui jette de l'huile sur le feu? L'amplificateur principal qui est identifié, c'est la technologie numérique. L'idée de Vincent Coquebert, c'est que les réseaux sociaux n'ont pas inventé le problème. Par contre, leurs algorithmes, qui sont conçus pour nous faire réagir, pour nous faire comparer, ils ont trouvé dans ces tensions un terrain de jeu idéal. En gros, en ligne, chacun se retrouve enfermé dans sa bulle. D'un côté, on va nourrir les hommes avec des contenus qui leur expliquent que leurs problèmes viennent des femmes. De l'autre, on va bombarder les femmes de récits où les hommes sont une menace. Résultat, deux mondes parallèles qui ne se parlent plus. Et ça nous mène à quoi? À ce que l'auteur appelle la rivalité des ressentis. C'est une sorte de compétition à qui souffre le plus, où chaque camp est absolument convaincu que l'autre, en face, a la vie beaucoup plus facile. Mais attention, tout n'est pas que la faute des algorithmes. La technologie ne fait qu'amplifier un vide qui a été créé par des changements politiques et culturels bien plus profonds, et que de nouvelles identités, souvent très clivantes, s'empressent de venir combler. Ce qui est analysé ici, c'est une sorte de double échec politique. D'un côté, les courants progressistes sont parfois perçus comme ne s'adressant aux jeunes hommes qu'à travers le prisme de leurs privilèges. Et de l'autre, les courants conservateurs ont souvent du mal à vraiment entendre et reconnaître les revendications des femmes. Ça crée un sentiment d'abandon des deux côtés. Et comme les grands repères collectifs, politiques, sociaux, s'effritent un peu, les individus cherchent ailleurs. Ils se tournent vers de nouveaux récits, de nouvelles mythologies, très genrées, pour essayer de donner un sens à leur vie. Et c'est là qu'on voit réapparaître des figures très fortes. La sorcière, par exemple, qui devient un symbole d'émancipation féministe, ou à l'opposé, le viking ou le guerrier romain, idéalisés comme des modèles de masculinité. Le problème, c'est que ces figures sont puissantes, mais elles nous enferment dans des postures d'opposition. Alors, si on est tous piégés dans nos histoires, dans nos mythes concurrents, est-ce qu'il y a une porte de sortie? Pour bien comprendre le blocage, l'auteur nous donne un concept clé et super intéressant, l'enromancement. C'est quoi? C'est cette tendance qu'on a à vivre notre vie, non pas comme elle est, mais à travers l'histoire, souvent héroïque, qu'on s'en raconte. Et le vrai danger avec cette dramatisation de soi, c'est que ça empêche toute connexion réelle. L'autre n'est plus une personne complexe, avec sa propre vie, ses propres contradictions. Non, il devient soit un ennemi dans notre histoire, soit un simple accessoire. Du coup, la piste qui est proposée, elle est assez radicale en fait. Moins de fiction, plus de réel. Ça voudrait dire renoncer un peu à nos grands récits personnels pour enfin accepter la réalité, souvent désordonnée et imparfaite des autres. Ça invite à se poser une question simple mais essentielle. Quelle est l'histoire que je me raconte? Et au fond, à quel prix?